Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du suivi du PEA épisode 12. Nous sommes le 31 août 2022. L'agenda pour cette vidéo, on va revenir sur donc un peu la conclusion de l'épisode 11 avec le retour sur la stratégie du troisième trimestre. Ensuite, on regardera en détail le carnet d'ordre. Donc je le fais un petit peu différemment de l'habitude. Ensuite, je vous propose une analyse sectorielle du portefeuille. On parlera un petit peu du point comment protéger son PEA face au risque des marchés ou de marché. Effectivement, on est un petit peu dans une zone de turbulence. Voilà, donc le point clé quand même de cette analyse et de ce suivi du PEA, c'est l'analyse sectorielle du portefeuille. C'est parti. Avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Voilà, on a fait l'avertissement. Donc je reviens un petit peu sur la conclusion en fait du mois dernier, où j'avais déterminé la stratégie du PA pour le troisième trimestre. Donc le premier point, c'était renforcer les actions cibles de fonds de portefeuille. Le deuxième point, c'était conserver du cash en cas de forte baisse. Et le troisième point, c'était continuer à réduire le nombre de lignes. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais à nouveau redonner mes objectifs personnels sur le PEA. Donc pour moi, le PEA, en fait, c'est un complément de retraite, lorsque je serai à la retraite à horizon 15 ans, avec alors, je suis parti d'un montant initial de 60 000 euros. C'est à peu près le montant du PEA au moment où j'ai démarré cette chaîne, hein, sachant que le PEA a été ouvert bien avant, mais bon, il vivotait, on va dire. Donc, j'ai décidé à partir de l'ouverture de la chaîne, la création de la chaîne, de partir d'un montant initial de 60 000 euros, auquel j'ajoute de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois, 600 euros. Donc, pour l'instant, la chaîne, ça fait à peu près 12 mois, donc je me suis vraiment contraint à mettre 600 euros par mois. Donc j'ai réussi à le faire. Mon objectif, donc c'est 8% de croissance sur ce PEA, donc 8% de croissance par année, avec une répartition globalement 4% de croissance au travers des dividendes et 4% de croissance au travers tout simplement de la croissance des actions en termes d'évolution. J'ai basé mon calcul sur 16 années, alors pourquoi pas 15? Bon, bah, j'ai choisi 16. Et ce qui a donné en fait le graphe que vous pouvez voir à droite. Donc ça veut dire que si je continue à verser donc 600 euros par mois, au bout de 16 ans, donc autour de 2036-2037, j'aurai donc versé au total 115 000 euros, hein, c'est le total de mes contributions. J'aurais perçu en intérêt, c'est-à-dire en intérêt composé avec une croissance de 4%, hein, comme je expliqué. Donc j'aurai 266 158 euros en total intérêt. Donc la somme, les 115 200 et 266 158 vont donner 441 358 euros. C'est le montant de mon portefeuille. Si à ce moment-là, je décide d'arrêter d'investir et entre guillemets de profiter uniquement des dividendes, hein, qui sont générés, enfin, des dividendes et des plus-values qui sont générés par ce portefeuille. Donc l'objectif, sans toucher au capital, c'est en préservant ces 441 000 euros, ce serait de toucher 1 471 euros par mois. Voilà, donc ça c'est la théorie. Alors ce qui est intéressant, en fait, j'ai mis sur le graphique quelques points de passage. 2024, on est en 2022, donc à la fin de l'année 2024, je devrais être autour des 100 000 euros en termes de valorisation de mon portefeuille. Je suis autour des 70 000 euros aujourd'hui. Un franchissement des 200 000 euros qui devrait se faire en 2030, hein, donc d'ici 8 ans. Ensuite, ça devrait s'accélérer puisqu'en 2033, soit 3 ans après 2030, on serait à 300 000 euros et en 2036, on franchirait les 400 000 euros. Donc c'est aussi un petit peu l'expérience que je propose au travers de cette chaîne. C'est aussi de voir effectivement est-ce que cette démarche ça fonctionne. Alors bon, on le vit, on va dire au mois le mois au travers du suivi des différents épisodes.
Mais l'intérêt pour moi, et puis sans doute pour les personnes qui vont découvrir ma chaîne en 2024, en 2030 ou en 2036, si elle existe toujours, eh bien, c'est de vérifier oui ou non, est-ce que ce système fonctionne. Alors, j'ai 52 ans, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont fait depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. N'hésitez pas à mettre en commentaire que bah, vous l'avez fait et ça fonctionne. Ou alors vous avez essayé de le faire, ça fonctionne pas trop. Voilà, donc ça pourrait aussi m'intéresser et ce serait intéressant de suivre un petit peu cette expérience. Alors, maintenant on va rentrer un peu plus dans le pragmatique, hein. Donc la situation du PEA au 31 août 2022, c'est-à-dire à ce jour. Donc la valorisation c'est 66 135 euros pour un montant investi total de 50 800 euros. J'ai des plus-values latentes de 15 557 et des dividendes 2022 de 1798 euros. Alors, j'ai mis mon temps investi à 50 800 et pas 60 000 parce que si vous voulez, comme le PE a été ouvert depuis 2012, il y a eu des plus-values qui ont été réalisées. Donc, j'ai décidé en fait que ces plus-values correspondent à peu près à 10 000 euros. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai pris un départ à 60 000 euros. Donc voilà un petit peu comment j'ai calé cette somme de départ à 60 000 euros. J'ai supposé entre guillemets que je démarrais en fait mon investissement avec une somme de 60 000 euros, ce qui correspond euh, plus ou moins en fait à ce que j'avais lorsque j'ai démarré la chaîne. Alors, on va démarrer en fait sur voilà, j'ai un petit peu changé l'ordre, la manière aussi de gérer la présentation. Donc, je vais démarrer par mon carnet d'ordre. En fait, je vous avais dit que j'avais un focus sur certaines actions cibles, hein. Bah, vous l'avez en fait dans le carnet d'ordre. Alors, si vous regardez, en fait, il y a un certain nombre de lignes, principalement des achats cibles, avec une ligne de vente sur Prosus. Donc la ligne de vente sur Prosus, c'est de l'allègement, mais je reviendrai plus tard sur ça. Je vais me focuser vraiment sur la partie achat. J'ai mis en place en fait des ordres d'achat sur mes valeurs cibles avec une échéance au 31-12. Donc j'aime bien mettre une échéance assez lointaine, en fait, ce qui m'évite, si je mets une échéance à la fin du mois, de devoir remettre en place en fait les ordres. Alors, ce sont des ordres sans stop loss, hein, donc c'est vraiment des ordres sur lesquels je veux acheter les actions, indépendamment, on va dire, de l'évolution des marchés. Donc, alors, si on regarde un petit peu, par exemple, sur Air Liquide, j'ai mis 8 Air Liquide à 124, donc ça correspond en fait à deux paliers en termes d'investissement, hein, si on reprend la méthode des paliers, à 124,50. Donc ça correspond à peu près à 1000 euros. À peu près 500 euros sur Airbus à 89,50, un renforcement sur Bouygues à 27,50, un renforcement également sur Dassault Systèmes, donc 13 actions à 36 euros, un renforcement sur Legrand 7 euros, 7 actions à 69,90, une action à 631 pour LVMH, 3 actions à 315 euros pour L'Oréal. Pour Sanofi, 7 actions à 71,40 euros et pour Vinci, 6 actions à 83 euros. Donc mes targets en fait d'achat, comment elles ont été décidées en termes de valeur, bah, je me suis basé sur trois types d'analyses. Le premier, c'est mon tableau de bord avec le suivi des ordres, hein, que je partage tous les mois. Le deuxième, c'est une analyse graphique sur les 20 ans avec une droite de régression qui me donne une valeur théorique pour savoir notamment si mes limites elles se trouvent au-dessus ou en dessous de ma valeur théorique liée à la droite de régression. Dans la plupart des cas, je suis plutôt en dessous, à l'exception peut-être de L'Oréal et LVMH, où là, pour LVMH, j'ai un prix, un PRU quand même au-dessus de mon cours théorique sur la droite de régression et j'essaye de le faire baisser. Et puis pour L'Oréal aussi, c'est quand même assez dur d'être en dessous en fait de la valeur théorique,
C'est une action qui performe bien, on va dire, et qui est quand même très solide, indépendamment des fluctuations, en tout cas des bourses sur les 20 dernières années. Et c'est également basé sur les tendances graphiques court terme, où j'ai mis par exemple ici sur Euronext. Voilà un exemple en fait, hein, je regarde aussi la tendance de l'action, si elle est à la baisse, j'hésite pas à mettre quand même un cours peut-être quand même dans des zones très très basses. C'est le cas par exemple de Sanofi avec 71,40. Même si le cours théorique doit être, je pense, autour des 80, je suis quand même très très en dessous sur cet ordre. Donc c'est à la fois des ordres, on va dire, tactiques, stratégiques, donc c'est pour le long terme, mais en même temps tactique, typiquement sur Sanofi, c'est un peu un ordre épuisette, hein, au cas où c'est ce qui s'est passé la dernière fois, essayer de ramasser une action au cas où il y a une mauvaise nouvelle et qui fait chuter brutalement en fait le cours. Voilà donc le carnet d'ordre que vous allez retrouver aussi lorsqu'on va voir l'état du PEA avec l'ensemble des lignes, hein. Donc j'ai préféré démarrer par le carnet d'ordre en fait voilà, pour positionner. Donc l'ensemble de ces actions correspondent à mes actions cibles que je souhaite renforcer et posséder sur le très long terme. Alors maintenant, je vous propose une petite analyse sectorielle du PEA. Donc, on va commencer par le secteur finance, hein. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, je souhaite me dégager, en fait, m'alléger en fait sur le secteur finance, donc notamment avec la sortie des bancaires. Donc, je suis sorti quasiment de l'ensemble des banques. Il me reste plus que la Société Générale. J'ai un prix de revient à 26,80 €. Je suis à moins 17%, donc en forte moins-value. Bon, j'attends quand même que le cours remonte pour sortir en fait notamment sur mon PRU. Alors j'avais expliqué dans une précédente vidéo pourquoi je sortais en fait des bancaires. Ensuite, on va regarder dans le domaine de la finance, on a les assurances. Donc j'ai principalement deux assureurs, AXA et SCOR. Donc plutôt une bonne performance, une bonne tenue de performance sur AXA, plus 16,5% au niveau de la variation par rapport au prix de revient unitaire. Mon objectif en fait sur AXA, c'est de renforcer puisqu'elle fait partie dans le secteur financier d'une de mes actions que je souhaite conserver pour le long terme. Donc je renforcerai en fait sous mon PRU. Sachant que la valeur théorique de AXA est à 22,77, donc on a un cours actuel légèrement au-dessus en fait du cours théorique. Donc j'attends patiemment en fait que l'action repasse en dessous des 20 € des 20,25 € pour renforcer. Score, hein, donc Score a dévissé ces dernières semaines. On est actuellement à un cours de 16,16 €. J'hésite à me renforcer. Je ne sais pas trop en fait, donc j'ai pas trop d'opinion. Je vais encore attendre. Donc on va dire que cette action est sous surveillance. Je pense qu'elle est quand même intéressante sur le long terme, mais j'hésite à me renforcer parce que je pense qu'elle peut encore baisser. Ensuite, on va avoir des actions comme ABC Arbitrage, Amundi, Euronext. Donc ABC Arbitrage, je trouve que c'est une action intéressante parce qu'elle a une progression dans le temps assez constante de son cours et elle délivre des dividendes de manière trimestrielle. Donc sur le long terme, ça peut être intéressant, notamment lorsque je serai à la retraite, pour avoir on va dire un revenu régulier avec une action qui procure à la fois des dividendes et de la croissance, même si elle est faible. Amundi Euronext, donc là c'est un petit peu des paris, même si Amundi appartient, je crois, alors je crois que c'est Crédit Agricole. Donc Amundi, c'est vraiment pour jouer en fait donc les ETF, hein, puisque c'est un petit peu son core business. Donc elle sous-performe de manière très forte ces derniers temps, puisque je suis à moins 24% sur mon PRU. Donc je vais pas renforcer, hein, j'ai à peu près 4% en poids, je vais sans doute même alléger lorsque je reviendrai sur le PRU, en vue pourquoi pas, au cas où elle revient en PRU, elle rebaisse, dans ce cas de faire baisser mon PRU. C'est un peu la même chose sur Euronext, même si Euronext s'est bien rattrapé ces derniers temps. Je suis encore assez loin de mon PRU qui est à 88,77. Donc là, j'ai pas d'opinion, j'ai pas de positionnement, j'attends simplement l'évolution sur l'action Euronext.
Alors, le total du secteur finance au sein de mon PEA, c'est 13,2%. Donc, c'est quand même assez équilibré. Donc, le secteur finance, c'est la plus mauvaise performance de mon PEA. Le secteur énergie, alors le secteur énergie, lui, il bénéficie d'un contexte particulier, hein, on sait très bien, à la fois la désorganisation en fait de la chaîne logistique suite à la sortie du Covid, et également le contexte avec la guerre en Ukraine et puis la fourniture d'énergie de la Russie, notamment au niveau du gaz et du pétrole. Donc j'ai trois actions, GTT, Ruby et Total Energy. Donc pour Total Energy et GTT, j'ai une très belle performance, plus 63% et plus 84%. Par contre, je suis en sous-performance au niveau de Ruby. Voilà, donc je désespère pas au niveau de Ruby. J'ai un poids quand même, bon, c'est sûr, Total Energy, un poids très important, mais je vais sans doute continuer à conserver Total Energy dans cette zone de cours. Je ne vais pas me renforcer, il n'y a aucune raison. Par contre, j'allégerai en fait lorsque je serai dans un range 58-64 euros. Pour Ruby, mon objectif c'est de faire un allègement au niveau du PRU parce que bon, c'est quand même c'est pas normal en fait hein, que dans la flambée des cours de l'énergie que Ruby, alors même si c'est pas un producteur d'énergie, on est plus sur le stockage, la distribution, c'est quand même pas normal qu'elle sous-performe de manière aussi forte, à moins 19%. Il y a sans doute des raisons voilà, qu'on ne connaît pas tout à fait ou partiellement. Hein, voilà, donc j'espère néanmoins que Ruby va rejoindre son PRU pour procéder au moins à un allègement. Dans ce cas, je serai autour des 4-5% de mon portefeuille. Je reviendrai en fait autour des 3%. Voilà. Donc un allègement au moins autour de 500 euros. Et GTT, alors GTT, j'avais pas mal allégé dans le temps. Je vais continuer à alléger ou vendre totalement mes positions sur GTT au cas où elle franchit le seuil des 140-160 euros. L'énergie représente un peu plus que la finance dans mon portefeuille, puisque l'énergie, c'est 14,7% de mon portefeuille. On arrive au secteur du luxe. Alors, je suis rentré relativement récemment sur le luxe, hein, donc je ne le regrette pas, puisque globalement, le luxe a connu une très belle performance. Notamment au niveau d'Hermès qui a performé plus 29% par rapport à mon PRU. Je suis rentré vraiment très très récemment sur Hermès et je me suis également allégé récemment d'une action en fait sur Hermès. Donc une prise de bénéfice sur Hermès. Sur Hermès, je suis en attente d'un retour vers ou sous les 1000 euros, hein, donc au moins en dessous ou autour ou en dessous de mon PRU qui est à 1011 euros. Voilà, donc autour des 1000 euros, pour moi, c'est une action sur laquelle je vais renforcer. Ensuite, on va voir donc Essilor Luxottica. Donc j'ai également allégé. Donc là, j'ai un PRU à 145. Donc je vais très certainement renforcer si on a un retour sous les 125 euros. Donc le poids, effectivement, pardon, je ne sais pas si j'ai dit allégé ou renforcé, sera renforcé autour des 125 euros. J'ai un poids relativement faible aujourd'hui des Silor dans mon portefeuille. LVMH, alors c'est pareil, LVMH j'en ai depuis un peu plus longtemps. J'ai à mon goût un prix de revient unitaire qui est un peu trop élevé, en fait à 173 euros. Donc j'avais allégé autour des 700 euros, mais j'en parlerai un peu plus loin. Mon objectif, c'est d'essayer de renforcer une action autour des 130 euros en fait pour baisser mon PRU. Donc L'Oréal, bon, j'en avais pris une petite pincée, donc une action à 322 euros lorsqu'il y avait une faiblesse. Et depuis, en fait, le cours n'est pas revenu en fait sur mon PRU. Donc je vais attendre patiemment et de renforcer cette fois-ci un peu plus qu'une action. J'en prendrai 3 avec un objectif de cours à 315 euros pour le renforcement.
SMCP, donc c'est une action par contre que j'avais en portefeuille depuis un petit moment. Le cours est actuellement autour du PRU, hein, donc mon PRU est à 5,54 pour un cours autour de 5,56. Je garde en portefeuille parce que mon objectif c'est voilà, d'attendre en fait une OPA. Alors là c'est un peu un pari. Je sais qu'il y a pas mal d'OPA dans le secteur du luxe. SMCP, donc c'est Sandro, Mage et Claudie Pirlo, hein, sont quand même. Il y a également associé à SMCP la marque Monsieur de Fursac pour les costumes. Donc on n'est pas dans le grand luxe, mais on est plutôt dans l'entrée de gamme du luxe, on va dire. Donc je pense que ça peut intéresser certains acteurs de racheter cette société, hein. Donc une société de capital qui a une grosse part en fait dans SMCP qui peut être susceptible de revendre en fait donc ça part à un acteur, peut-être un acteur plus gros dans le luxe. Alors le luxe représente au sein de mon portefeuille une taille de 9,5%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le luxe a un rendement relativement faible en termes de dividendes. Par contre, un taux de croissance des actions relativement fort. Donc voilà, pour moi, la partie luxe, c'est vraiment pour jouer sur la croissance. Et puis ce qui est également fort au niveau du luxe, c'est qu'il y a une capacité à maintenir ses prix dans un environnement inflationniste. Le secteur industrie. Alors le secteur industrie, c'est un petit peu l'interrogation, hein, puisque l'industrie est fortement impactée par les coûts énergétiques. Donc ce sera intéressant de voir dans les années à venir, euh, puisque globalement sur la fin de l'année 2022 et puis à peu près globalement l'année 2023, on a une sécurité énergétique, hein, puisqu'on a à peu près un stock sur un an au niveau des énergies. Donc après, il faudra voir sur donc le deuxième semestre de l'année 2023 et les années à venir, quel sera l'impact en fait sur ce secteur. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est un secteur qui se maintient, qui performe pas trop mal. Ça représente 15% dans mon portefeuille, ce qui est quand même une part non négligeable, avec une variété hein, quand même. Même si on est dans l'industrie, c'est quelque chose d'assez varié. On va retrouver donc Air Liquide, qui pour moi est une de mes sociétés clés. On aura également Airbus, donc en constructeur avionneur, qui est également présent dans le secteur de la défense, qui peut être pas mal dans le contexte actuel. Donc Bouygues, qui est associé à la fois donc de la construction, des médias avec TF1, des télécoms avec Bouygues Télécom et également avec le rachat qui devrait se faire sur Equans, ce sera les services. Donc pas vraiment dans la construction, mais tout ce qui tourne autour des infrastructures, le chauffage, la clim, l'engineering en fait autour des buildings. L'action Legrand, hein, donc c'est équivalent à Schneider, on va dire. C'est plutôt les infrastructures, les grosses infrastructures d'alimentation électrique voilà, qui prend également tout ce qui est virage cloud, etc., donc l'optimisation des infrastructures. Donc je pense le grand un acteur majeur. Veralia, là, on est dans la production en fait plutôt de la verrerie. Donc là, c'est la verrerie est très consommatrice d'énergie, donc c'est un gros point d'interrogation hein, sur les années à venir, même si Veralia, je crois, a beaucoup d'usines de production qui ne sont pas forcément localisées en Europe. Donc il y aura peut-être des sites de production sur lesquels les problématiques énergétiques n'existent pas. Et enfin Vinci, donc à la fois la construction et puis la gestion d'infrastructures. Voilà, donc sur chacune des actions, donc Air Liquide, mon objectif c'est un renforcement, ce qu'on a vu dans le carnet d'ordre, hein, 8 actions à 124,50 €, donc on est plus très loin du cours. Airbus, un renforcement au cas où l'action repasse en dessous de 90 €. Bouygues, c'est un renforcement autour des 27,50 €. Mon objectif, c'est de faire baisser le PRU, donc au cas où on repasse au-dessus du PRU, je n'hésiterai pas à alléger
en vue de renforcer si on retourne autour des 27,50. Voilà, donc le travail autour de Bouygues, c'est vraiment de faire baisser mon PRU. Le grand, donc c'est un renforcement, donc si elle descend en dessous des 70 euros, je renforcerai. Bon, Verallia, je n'ai pas ni d'ordre d'achat ni d'ordre de vente, donc je laisse courir, j'attends de voir en fait. Et enfin Vinci, un renforcement autour des 83 euros. Donc le secteur des techs et des télécoms, alors j'ai pas mis Bouygues en fait dans cette partie-là, puisque la majorité de l'activité Bouygues est plutôt dans la construction. Donc les secteurs tech et télécoms, c'est lié à l'activité de leurs clients. Donc les opérateurs télécoms sont en situation de rente, puisque typiquement une grosse partie de leurs revenus c'est du business to consumer, donc typiquement c'est vous, c'est moi. Et je pense pas que même en situation de crise, les gens vont réduire leur consommation de services internet ou de téléphonie. Donc je pense que les opérateurs télécoms continueront en fait à facturer. Et donc bien sûr à générer du cash, de la marge, etc. Donc Dassault, donc Dassault Systèmes, donc là on est dans le logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dassault a un revenu cloud mensuel récurrent. Donc je pense que même en cas de forte crise, continuera à générer des revenus. Par contre, il peut y avoir un point d'interrogation puisque les clients de Dassault, ce sont les grands industriels. Et là, ils peuvent peut-être aussi réduire leurs investissements. Donc, qui dit réduire leurs investissements, peut-être un peu moins de R&D et donc un peu moins de besoin en fait sur des outils que peut proposer Dassault. Donc là, ça peut être un petit point d'interrogation sur l'évolution du cours de Dassault dans les mois ou les années à venir. Le dernier point, c'est Prosus. Donc Prosus qui est mis sur les sociétés de technologie innovantes et basé sur des plateformes. Donc ça, c'est un secteur qui reste en forte croissance. Donc je pense que Prosus va continuer à croître dans les années à venir, indépendamment en fait de l'inflation ou des problématiques, on va dire économiques qui peuvent se poser. Donc au niveau de Prosus, je suis quand même assez chargé. J'ai un poids à peu près de 5%. Donc c'est quand même pas tout à fait dans ma cible au niveau long terme, donc je risque d'alléger. En fait, j'ai mis un ordre d'allègement de 13 actions à 71 euros. En ce qui concerne Orange et Dassault, donc Orange, j'ai pas d'opinion, donc je compte me renforcer si l'action descend sous son PRU et alléger lorsqu'on se retournera autour des 11 ou 12 euros. Et Dassault Systèmes, donc un renforcement pour faire baisser le PRU si l'action revient sur des cours en dessous de 36 euros. Donc Dassault Systèmes, pour moi, ça fait partie de mes actions clés dans mon portefeuille PEA. Enfin, le secteur automobile, donc j'avais dit que je sortais progressivement du secteur automobile, où je réduisais la voilure. Donc ça a été fait en fait sur la vente des actions Renault et Valeo. Alors je les ai peut-être vendues un peu trop tôt parce qu'elles ont continué à monter. Là je vois que les actions Renault et Valeo stagnent, voire baissent légèrement. Donc pour moi ces deux actions sont des opportunités en cas de fort repli des marchés. Donc je vais surveiller Renault et Valeo. En cas de fort repli, Renault autour des 23 euros, Valeo autour des 14-15 euros, je vais sans doute revenir en fait sur ces dossiers. Donc mes deux actions que je vais garder sur le long terme dans le secteur automobile, c'est Michelin et Stellantis, même si j'ai allégé sur Stellantis temporairement. Je suis en attente de news, puisque la constellation, on va dire, Peugeot, Fiat Chrysler est relativement récente et j'attends de voir un petit peu les résultats dans le temps pour voir si je renforce ou pas en fait sur Stellantis. Ce qu'il faut savoir aussi, bien sûr, c'est que le secteur automobile connaît des problèmes qui sont liés aux appros de semi-conducteurs, donc également les hausses potentielles des coûts d'énergie sur la production des automobiles, donc à voir quel sera l'impact de ces aspects sur à la fois les ventes et les marges en fait qu'ils vont réaliser. Voilà, les véhicules électriques ça coûte cher,
peut-être que pas mal de consommateurs, même si la tendance est quand même lourde d'aller vers le véhicule électrique, bah, peut-être qu'ils peuvent remettre leurs achats à une période ultérieure en attendant d'avoir une meilleure visibilité, on va dire, sur l'économie, le contexte économique, l'inflation, etc. de manière générale. Voilà sur le secteur automobile, hein, donc sur Michelin, j'ai mis un renforcement en cas de baisse importante. J'avais renforcé récemment, je suis quand même à 3,5% en termes de poids sur l'ensemble de mon portefeuille. Je vais renforcer si l'action est amenée à baisser fortement dans une zone 17-20 euros. Voilà, je suis actuellement un PRU de 26 euros, ce qui me permettrait de faire baisser fortement mon PRU. Donc je le rappelle, Michelin, Stellantis restent pour moi des actions que je vais conserver sur le long terme. Le secteur automobile ne représente maintenant plus que 6,5% de mon portefeuille. C'est à peu près la moitié en termes de poids par rapport aux autres secteurs. Enfin, le secteur des small caps. Donc là, il faut être hyper sélectif, hein. Je suis pas mal de gens donc sur YouTube, hein, des investisseurs. Alors on parle beaucoup des small caps. Je ne sais pas trop si vous avez un portefeuille qui est principalement orienté sur les small caps. Je serais intéressé d'avoir votre feedback sur les performances, parce que je pense que les small caps, pardon, donc les petites capitalisations, elles sont quand même très, comment dire, très volatiles et elles réagissent très très fortement en fait aux variations de conjoncture ou aux variations simplement des marchés boursiers. Donc pour moi, c'est quand même assez difficile d'avoir énormément de small caps ou un poids des small caps important dans mon portefeuille, hein. C'est pour ça c'est relativement réduit, 3,42%. Je pense pas que ça va croître de manière très très forte dans mon portefeuille. Alors je sais que pour la stratégie, pour certains d'entre vous, on met beaucoup d'argent sur les small caps en espérant en fait avoir une ou plusieurs pépites qui vont faire x10, x100 ou x1000 dans les années à venir. Bon, moi je préfère jouer un peu plus sécure et attendre qu'une small cap devienne une mid cap ou simplement une grosse cap pour rentrer en fait sur ces actions. Néanmoins, j'ai quelques small caps. Il y a notamment 3 small caps que je vais garder sur le long terme. C'est Katana, Freelance et Reworld. Donc voilà, je les garde sur le long terme, sachant que toutes ces actions ont déjà fait plus de 100% de variation du PRU et donc j'avais vendu avec une plus-value, donc j'avais vendu la moitié avec une plus-value de 100%. Donc Katana, Freelance et Rework, pour moi, ce sont des actions qui sont gratuites. Donc je vais les conserver, quelle que soit la variation du cours de ces actions dans le temps. Je pense qu'ils sont sur des marchés porteurs. Katana pour la navigation haut de gamme, hein, les catamarans. J'avais fait une vidéo sur Katana Group. Freelance, donc comme son nom l'indique, en fait, c'est un petit peu l'outsourcing en fait de gestion de la paye pour des gens qui font du freelance et qui veulent en fait avoir une gestion en fait de la facturation ou de la paye en fait qui est gérée de manière outsourcée. Donc freelance, c'est une belle société qui connaît également une belle croissance. Reworld, on est plutôt dans les médias avec le rachat de médias, notamment sous forme de magazines. Société très bien gérée qui connaît également une forte croissance. Enfin, BioUV, je l'avais dit dans des vidéos précédentes, c'est une société qui a énormément de qualité à la fois sur les fondamentaux et également sur les produits, hein. Produits, on va dire, de désinfection via les ultraviolets qui a un marché à la fois particulier et professionnel, qui a signé récemment des contrats, donc un beau regain d'intérêt en fait pour cette société. Donc elle était autour des 4 euros et qu'elle est bien remontée à 5,15 €. Moi j'ai un PRU encore très élevé puisque c'est une action que j'avais, on va dire, en portefeuille depuis un petit moment. Voilà, bon, belle action, bons fondamentaux, un regain d'intérêt récent, mais qui ne performe pas aussi bien que les 3 autres. Donc j'attends que sur BioUV, on revient sur le prix de revient et je pense que
je vendrai en fait toute ma position en fait sur cette action pour conserver uniquement les 3 actions, Katana, Freelance et Reward. Donc total du secteur small caps 3,42%. Voilà, donc j'ai terminé avec la revue donc sectorielle de mon portefeuille. Alors, ce que j'avais l'habitude de faire dans les autres vidéos, c'était un petit peu un panorama en fait des marchés. Alors, je le fais un peu différemment. Voilà, une vision un petit peu de la performance de mon PEA en comparaison en fait des marchés, notamment du CAC 40. Alors, j'ai pris en fait 3 choses, le CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire le CAC 40 dans lequel on réinjecte en fait les dividendes. Parce que si je veux comparer mon PEA, en fait mon PEA, comme je touche des dividendes et je les réinvestis, ce serait plus, on va dire, ce serait normal plutôt de comparer mon PEA, la performance de mon PEA avec la performance du CAC 40 dividendes réinvestis. Néanmoins, j'ai quand même mis la ligne CAC 40 pour avoir un ordre d'idée aussi de ce que ça donne. J'ai également exclu mon apport, hein, puisque je fais 600 € d'apport par mois, donc forcément, si je l'inclus dans la valorisation de mon PEA, je fausse aussi la comparaison, puisque ces 600 €, bon ben forcément, ils dopent un peu la performance du PEA. Donc pour le calcul de la performance de mon PEA, j'enlève les apports de 600 € par mois. Donc quand je compare par rapport à mon PEA de 1 an, j'ai retiré 7000, donc 600 x 12, 7200 €. Quand c'est 3 mois, j'enlève 1800 €. Quand c'est 1 mois, j'enlève 600 €. En fait, j'enlève 1200 € puisque le mois en cours, il y a également les 600 €. Donc j'enlève 2 fois 600 €. Voilà, donc qu'est-ce qui me donne? Donc si on regarde l'évolution du CAC 40, sur un mois, on est à moins 4,62%. Donc sur le mois d'août, le CAC 40 a baissé. Le CAC 40 avec dividende réintroduit a baissé de 3,65%. Et moi, j'ai fait un peu mieux que ces deux indices puisque j'ai baissé que de 2,93%. Si on regarde sur 3 mois, je surperforme également, mais dans le négatif, enfin, je suis également dans le négatif, mais je fais un peu mieux également que ces indices. Si on regarde depuis le 1er janvier, alors là, je suis plutôt assez content, mais ça, c'est dû au fait que j'ai une partie cash en fait qui est importante dans mon PEA, donc je subis un peu moins les variations en fait des indices. Donc moins 14% pour le CAC 40 et moins 10,89% sur le CAC 40 puisqu'il y a eu tous les dividendes qui ont été réintégrés. Donc moi je fais un peu mieux, à moins 2,92. Et si on fait sur un an glissant, c'est-à-dire sur 12 mois glissants, si on compare le CAC 40 sur les 12 derniers mois, il est en baisse de 8%, le CAC 40 GR est en baisse de 4,23% et moi je suis en progression de 3,28%. Donc c'est plutôt encourageant en fait sur ma gestion de mon PEA. Voilà, par rapport à la fois aux actions sélectionnées, aux achats et ventes que je peux faire, aux allègements, au renforcement sur les zones les zones de renforcement. Donc pour l'instant, on va dire, avec 12 mois de recul, donc on va rester humble, on va dire. Ouais, je suis assez positif, on va dire, sur la méthodologie que j'applique sur mon PEA. Je continuerai à utiliser ce tableau de performance. Ce que je ferai, c'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, je rajouterai, donc après 1 an, je mettrai 18 mois. Après, je mettrai 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. pour vraiment suivre dans le temps quelle aura été ma performance par rapport à ces indices. Voilà, c'est une manière relativement objective, on va dire, de voir, en tout cas au moins pour moi, de voir si ma gestion elle est plutôt bonne par rapport aux indices, qui sont pour moi une référence quand même absolue. Alors, un des points du suivi de ma stratégie pour le 3e trimestre, c'était conserver du cash en cas de forte baisse. Hein. Alors c'est ce que j'ai fait en procédant à des allègements. Donc j'ai allégé sur Hermès, Essilor et Stellantis, ce qui m'a permis de générer donc au travers des allègements une plus-value de 432 €.
Voilà, vous avez en détail en fait, hein, j'ai fait plus 30% sur Hermès, j'ai fait plus 3,4% sur Essilor et plus 7,9% sur Stellantis. J'ai vendu également du LVMH où j'ai fait une petite plus-value, 4,4%. J'ai vendu à 703 euros. Mon prix de revient était à 673. Mon objectif sur LVMH, c'est de faire baisser mon PRU, donc bien m'en a pris, puisqu'aujourd'hui, on est revenu autour des 650, je crois. Et Dassault Systèmes, j'ai également allégé à 42 euros et je me renforcerai sans doute quand je reviendrai à 36 euros. Donc vous comprenez là tout l'intérêt aussi d'avoir un tableau en fait qui permet d'avoir de l'allègement et du renforcement. Donc ça veut dire que en fonction des variations des cours des actions, déterminer des seuils va vous permettre justement de jouer sur des petites plus-values, des petites donc des achats sur des cours qui sont un petit peu en faiblesse, des reventes lorsque le cours repasse un petit peu au-dessus, par exemple, de sa droite théorique, bah, tout ça, ça peut contribuer à une bonne stabilisation, en fait, une bonne valorisation du portefeuille PEA. Bon, et puis, bah, voilà, je suis sorti également du dossier Imeris. Alors là, par contre, ça m'a généré une moins-value de 235 euros. Alors pourquoi je suis sorti du dossier Imeris? Donc je pense globalement c'est une société qui a quand même de bons fondamentaux. Malheureusement, si on regarde l'évolution du cours depuis 2018, bon, on voit qu'elle est quand même dans un trend négatif. J'avais espéré là depuis le 2020, là, depuis Covid, en fait, une sortie par le haut, en fait, dans ce canal représenté en bleu sur l'image. Malheureusement, en fait, on n'a pas confirmé et on est plutôt en train de suivre ce que j'ai représenté avec la flèche rose, en fait. Voilà, donc on est reparti plutôt sur une tendance descendante, baissière, en fait, sur Imeris, hein. Donc la représentation ici, c'est une représentation mensuelle des cours. Voilà, donc peut-être que je reviendrai sur Imeris, notamment autour des 20 euros, si elle les retouche en vue, pourquoi pas, de repartir vers des sommets. Donc pour l'instant, je sors du dossier complètement, du dossier Imeris, ce qui me permet aussi d'alléger le nombre de lignes sur mon portefeuille PEA. Voilà, si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai fait au niveau de cette prise partielle de bénéfices ou de la sortie du dossier Imeris, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serais tout à fait intéressé d'avoir votre feedback. Également sur la répartition des différents secteurs ou sur mes prises de position sur les différentes actions, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu vous, en fait, comment vous positionnez ou comment vous opérez en fait sur les différentes actions, les différents secteurs. Peut-être que j'ai oublié un secteur ou j'ai oublié certaines actions, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Ça me permet aussi, moi, de me poser des questions et pourquoi pas aussi de m'intéresser à d'autres actions. Alors ensuite, le thème que je souhaitais également aborder dans cette vidéo, c'était comment protéger en fait son portefeuille et notamment les gains face à l'incertitude macroéconomique. Alors moi, ma stratégie, 2 points, la génération importante de cash. Je crois que j'ai un peu plus de 17 000 euros donc, de cash, donc ça me permet d'être relativement serein, notamment en cas de forte chute des marchés. Voilà. Euh, et puis le deuxième point, c'est ce que j'ai fait dans le courant du mois d'août, c'est protéger en fait le portefeuille avec le BX4. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le BX4, en fait c'est ça, c'est un ETF. Alors, je ne sais pas si je peux dire ETF, donc qui va répliquer donc 2 fois l'indice du CAC 40 de manière inversée. C'est-à-dire si le CAC 40 monte de 1%, l'indice va baisser de 2%. Et si le CAC 40 baisse de 1%, l'indice va monter de 2%. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour couvrir en fait un portefeuille, notamment lorsque vous pensez qu'il va y avoir une baisse du marché sur le court terme. Ça permet de couvrir ce truc, voilà, cette possibilité de baisse. Donc, je suis rentré le 2 août en achetant donc pour 1000 euros en fait du BX4. Je me suis renforcé le 4 août pour 500 euros,
toujours ma méthode des paliers. Et puis en fait, j'ai attendu tout simplement. Bon, j'ai vu que ça a baissé, j'ai pas osé enfin, pardon, les marchés ont monté en fait, le CAC 40 a monté. Donc l'indice a baissé, j'ai pas osé me renforcer sur les plus bas, j'aurais pu le faire, hein, autour des 1,18 euros. Voilà. Par contre, donc le 26, je crois que c'était le 26 août, donc il y avait l'annonce en fait de Jérôme Powell au niveau de Jackson Hole. Pour ma part, il y avait une incertitude. Je redoutais en fait que la Fed annonce un retour à la politique accommodante, auquel cas en fait je pense aurait fait monter les marchés, auquel cas bah, je serais en forte perte sur le BX4. Donc j'en ai profité en fait pour prendre pour prendre ma plus-value. Une petite plus-value, hein, 15 euros. Mais en tout cas, je suis sorti du BX4. Entre guillemets, mal m'en a pris, hein, puisque la Fed a annoncé plutôt une politique qui allait continuer dans la lutte contre l'inflation, bah, ce qui a fait donc légèrement baisser, enfin un peu baisser les marchés et donc faire exploser en fait le BX4 puisqu'il est monté à un peu plus de 1,30. J'aurais pu faire de plus grosses plus-values, mais voilà, c'est un choix. Après le BX4, je pense qu'il ne faut pas le garder très très longtemps dans son portefeuille, puisque même s'il est basé sur l'indice CAC 40, en fait, il tient compte aussi des dividendes réinvestis. Donc ça veut dire que dans le temps, en fait, la valeur du BX4 a une érosion. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez le BX4 aujourd'hui et le CAC 40 est à 6000 points, si vous conservez votre BX4, bien sûr le CAC 40 va évoluer en plus ou en moins, mais s'il revient à 6000 points dans 2 ans, votre BX4 ne sera plus à la même valeur puisque entre-temps il y aura eu le versement des dividendes et donc ça va impacter en fait la valeur du BX4. Voilà. Donc il faut toujours faire très attention. Pour moi, le BX4 c'est un instrument utilisé sur une période de temps relativement courte, je dirais lors du trimestre. Alors peut-être que vous avez une vision différente sur le BX4, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Voilà, ça m'intéresse aussi de voir comment vous percevez en fait exactement l'utilisation du BX4. Voilà, on va continuer sur voilà, le portefeuille. Donc ça c'est plus pour votre intérêt si vous souhaitez regarder en fait la composition de mon portefeuille, la taille de chacune des actions dans le portefeuille, également les quantités, le PRU, le cours, la valorisation. Voilà, donc j'ai fait un classement en fait dans cet écran sur la valorisation, donc c'est le poids des actions. Donc, par exemple, Total et Air Liquide sont mes deux gros poids lourds, on va dire, de mon portefeuille. Produce également, mais je risque d'alléger dans le futur, donc ce sera plutôt des actions comme Total, Air Liquide, Hermès, Michelin, Dassault, Sanofi Legrand, Vinci, LVMH, AXA, Essilor, également L'Oréal. Hein. Normalement, ces actions-là, dans peut-être d'ici 12-24 mois, vont vraiment représenter mon top 10 dans le PEA. Ensuite, je vous fais une représentation ici, cette fois-ci, par rapport à la plus-value. Vous pouvez voir qu'au niveau de mon portefeuille, j'ai quand même à la fois des actions qui ont super bien performé. J'ai également des actions qui ont plutôt très mal performé, notamment le secteur de la finance, hein, avec Score, Amundi, Société Générale, Euronext. Donc on peut voir quand même qu'ils sont vraiment dans le bas du classement. Enfin, le suivi des actions analysées. Donc voilà, donc c'est également quelque chose que, alors moi à titre personnel que je suis un peu moins, puisque sur mes actions clés que je viens de citer, voilà, je sais quand même à peu près à quel cours je dois les acheter, à quel cours je dois les alléger. Donc j'ai
pour ma part, j'ai un suivi personnel. Si vous avez suivi également la vidéo dans laquelle j'explique comment créer ce type de tableau de bord, je pense que quelque part vous n'en avez plus trop besoin de cet écran, puisque vous avez sans doute mis en place vous-même vos propres outils de suivi avec vos propres seuils d'achat fort, achat, conservation, alléger et vendre. Voilà, moi c'est quelque chose que je mets en place pour mes propres besoins, mais je peux comprendre que les valeurs que j'ai mis au sein du tableau peut-être correspondent pas à votre vision en fait que vous pouvez avoir sur chacune des lignes. Voilà, donc la stratégie pour le troisième trimestre reste la même en fait, hein. Donc renforcer les actions cibles, conserver du cash en cas de forte baisse pour l'investir. Alors j'ai un petit peu réfléchi et sur les 17 000 euros, je me suis dit je vais investir à peu près 50%, c'est-à-dire 8 500 euros si le CAC 40 retourne autour des 5 800 euros et je réinvestirai les autres 8 500 euros si on descend encore plus bas que 5 800 euros. Donc si on est entre 5 500 et 5 200 euros, je serai à nouveau à 100% en fait investi dans mon portefeuille. Alors continuer à réduire le nombre de lignes, bon je l'ai fait avec Chiméris, peut-être que ce sera le cas avec BioUV, ce sera peut-être le cas avec encore 2-3 autres actions, mais globalement je suis à peu près arrivé à un niveau stable en nombre de lignes au niveau de mon portefeuille. Voilà, donc on va se retrouver fin septembre pour la revue donc du PEA, donc fin septembre. Donc ce sera la fin du trimestre et là on pourra à nouveau redéfinir une stratégie en fait pour la fin de l'année en fait 2022 et éventuellement quelle sera la vision en fait, la stratégie pour l'année 2023. Toujours dans mon scope, hein, deux actions qui restent dans mon scope, mais pour moi elles sont encore toujours trop chères, même si elles ont bien baissé. C'est Capgemini et Eurofin, même si Eurofin on n'est plus très loin d'un cours d'achat. Pour l'instant, j'ai pas mis de cours, mais peut-être que sur le courant du mois de septembre, si ces deux actions sont amenées à baisser encore, peut-être que je rentrerai en fait sur Capgemini et Eurofin Scientifique. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des remarques, toujours dans la bienveillance. Je réponds tout le temps en fait aux commentaires. N'hésitez pas à m'amener des nouvelles idées, soit pour la chaîne, pour les vidéos, soit des nouvelles idées d'action que vous pensez qui sont vraiment intéressantes sur le long terme. M'expliquer un petit peu pourquoi vous pensez que c'est des actions qui sont intéressantes sur le long terme. Voilà, et puis me demander pourquoi pas ce que je pense sur certaines actions. J'hésiterai pas soit à faire une vidéo, soit à vous répondre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à lire les commentaires des autres pour y répondre, pour participer. Je pense que c'est aussi un petit peu le but de cette chaîne. Même si pour moi le point central, c'est d'avoir cet historique par rapport à ma stratégie personnelle par rapport à la retraite. Est-ce que ces stratégies d'investissement régulier, d'intérêt composé, de combinaison de rendement et de croissance, est-ce que c'est la bonne stratégie sur le long terme? Bon, moi, je pense que c'est le cas. Après, je pense que les faits, soit les faits me donneront raison, ou alors peut-être parce que j'ai pas bien géré mon portefeuille, j'atteindrai pas ces objectifs. En tout cas, voilà, j'espère quand même les atteindre. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.